Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, j'ai deux idoles dans le monde des intellectuels. C'est Yuval Noah Harari, qui a écrit Sapiens, bien sûr, et Giuliano da Empoli, qui a écrit Le Mage du Kremlin et L'heure des prédateurs. Ce sont deux penseurs qui réussissent à faire des liens entre différents phénomènes et à te permettre de comprendre de façon très large l'histoire dans le cas d'Harari et le temps présent dans le cas de Empoli. Donc, tu veux nous parler de L'heure des prédateurs qui est 150 pages, mais mon Dieu, magistral. Magistral, absolument. J'ai terminé de le lire hier. Richard, je me lance. Comment résumer ce livre? Je te propose à peu près ceci. Ce qu'il nous dit, c'est que mon monde, ton monde, notre monde, Richard, n'aura été finalement qu'une parenthèse dans l'histoire, une parenthèse qui se referme et un monde qui finalement n'a pas tenu parce que ses bases étaient trop fragiles. Qu'est-ce que je veux dire par notre monde? Ben, je veux dire un monde fondé sur une croyance en, disons, la démocratie libérale délibérative qui recherche des consensus, l'idée que l'éducation, la culture, les arts, la raison scientifique allaient civiliser, adoucir les passions les plus destructrices chez l'humain. Pas en tout. Le monde qui se dessine... Et surtout un monde où il y avait un cadre juridique Exactement. qui encadrait les agissements des entreprises et des politiciens. Absolument. Ça fout le camp. Au fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'on vit deux phénomènes liés, une concentration de la richesse extrême et une hyperpuissance technologique, les deux entre les mains d'une poignée de gens. Et ça détruit non seulement la démocratie, mais ça détruit la civilité, ça détruit la bienveillance. Et donc, dit-il, les turbulences qu'on vit, elles ne sont pas passagères. On change d'époque. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas un accélérateur de l'actuel, c'est l'entrée dans un nouveau monde, d'autant plus inquiétant que c'est le principe de la boîte noire. C'est-à-dire que tu vois les effets, mais tu ne comprends pas comment ça marche à l'intérieur. Et donc, dit-il, au fond, quelque part, le pire est à venir. Et paradoxalement, le pire, c'est un retour au monde que décrit Machiavel dans Le Prince, un monde où seul compte la ruse, la force et la démocratie à laquelle on a tous un peu naïvement cru. Elle est en train de s'évaporer par le haut en ne gardant que la coquille vide du rituel électoral. Exactement. Et avant, les entreprises ne pouvaient pas faire tout ce qu'elles voulaient faire. Il y avait des règles. Et les politiciens devaient respecter la constitution de leur pays. On les encadrait. Voilà. Maintenant, c'est ça, l'heure des prédateurs, c'est que et les businessmen et les politiciens, les autocrates, maintenant, se foutent des coutumes, des us et coutumes, des vieilles façons de faire, des constitutions, des lois, et disent, nous autres, on va faire ce qu'on veut. Et dans ce livre, cette théorie, il l'assoit sur une série de portraits des grandes figures de notre époque. Alors évidemment, Mohammed bin Salman, le jeune patron de l'Arabie saoudite, Javier Milei, l'étonnant Nayib Bukele au Salvador, Donald Trump. Et il dit, regardez comment ils s'y prennent, ces gens-là. Leur premier principe, c'est l'action. L'action basée sur l'instinct, basée sur la force, c'est pas des théoriciens, c'est pas des gars qui analysent, c'est des gars qui foncent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine et ils déstabilisent complètement leurs adversaires. Et donc, au fond, le chaos, qui était jadis l'arme des rebelles, l'arme des révolutionnaires, c'est au contraire maintenant la méthode des dominants
qui veulent liquider les vieilles élites politiques, le vieux monde, et devant lesquels nous, on est comme des spectateurs essayant de trouver un peu du sens au monde. Et ce que j'ai trouvé fascinant, Richard, c'est vers la fin du livre, quand il dit, dans le fond, là, l'artiste qui a le mieux compris le monde d'aujourd'hui, c'est un gars d'il y a 100 ans, Franz Kafka, dans 2 livres majeurs, Le procès, où le gars ne sait pas ce qui lui arrive, et Le château, où le pouvoir est de plus en plus inaccessible et éloigné du monde ordinaire. En même temps, D.M. Poli, c'est ce que j'aime de son écriture, c'est qu'il ne juge pas aussi. Parce qu'il dit des fois, là, tu parlais des brutes, OK, Ouais. qui foncent comme un éléphant. On se souvient de la fameuse phrase de Michel Audiard, « Une brute qui marche va plus loin que 2 intellectuels assis ». Et il parle de Bukele au Salvador. Puis il dit, Ouais. c'était le pays avec le plus gros taux de criminalité dans le monde. Ouais. Et là, Bukele a décidé, moi, là, tous ceux qui sont tatoués, je vais les enfermer parce que les gangsters sont tatoués. Fait qu'il a passé une loi complètement folle. Tous les gens qui ont des tatous, on les envoie en prison. Mais sais-tu quoi? Ouais. C'est un des pays où le taux de criminalité est le plus bas au monde. Ouais. Alors, Voilà. ça marche. Donc, il dit, ça c'est fonctionne. ça. Et d'une certaine façon, ce qui est fascinant dans le livre, c'est que le personnage politique qui, au cours des dernières années, a peut-être le mieux incarné l'espoir, l'idéalisme, c'est Barack Obama. Et il y a ce passage extraordinaire où il décrit sa journée de réflexion dans la fondation Barack et Michelle Obama, où c'est d'un ridicule, avec évidemment Heather, la métisse transgenre, qui sert de facilitatrice des conversations, et il sort de là en se disant, mais cette gang de woke-là, c'est les meilleurs alliés utiles, c'est les idiots utiles, c'est les meilleurs alliés des Trump et compagnie. Donc, c'est un livre à la fois Glaçant. lucide, terrifiant, glaçant, merveilleusement écrit, qui quelque part aussi t'arrache un sourire de temps en temps. Et en même temps, au moment où je commençais à être totalement découragé par la lecture, je suis, Richard, tombé sur un passage sur lequel permets-moi d'insister. Je me suis demandé, des gens comme toi et moi, qui sommes dans la soixantaine, qui voyons d'une certaine manière notre monde s'effondrer, qui entrons dans le crépuscule de nos vies et qui nous demandons quoi faire maintenant, eh bien, il y a la page 121, permets-moi juste de lire un extrait. On dit toujours que la vieillesse est la saison de la sagesse, mais ce qui est beau, c'est quand c'est exactement le contraire qui se produit. Il n'y a rien de plus irrésistible que la folie d'un vieil homme qui s'est débarrassé de tous ses complexes et de toutes ses ambitions, qui n'a plus besoin ni envie de contenter qui que ce soit et qui dit les choses telles qu'elles sont, en s'amusant sans doute, en essayant de faire peur et parfois même en y parvenant. Autrement dit, loin de la résignation, des gens comme toi là, et moi, Richard, là, on rentre dans le tas, puis on va se faire du fun le temps que ça va durer. Et en terminant, moi, je souscris à ça. En terminant, raconte, ceux qui n'ont pas lu le livre, raconte ce que fait le roi d'Arabie Saoudite pour renflouer les caisses de son pays. Raconte ça. Alors donc, on a en Arabie Saoudite une monarchie héréditaire, mais le patriarche, le fondateur de la maison Saoud, d'où le nom Arabie Saoudite, a finalement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants puis de cousins, Finalement, le plus brillant d'entre eux, Mohammed bin Salman, est amené au trône et là, il invite dans un hôtel de luxe les gens les plus riches, les plus puissants du royaume, avec une invitation personnalisée. À un, on fait miroiter un juteux contrat. À l'autre, on dit « Oh, on voudrait avoir des petites explications sur une décision que tu as prise. » Et quand ils arrivent là, on leur demande de remettre les clés de char puis le cellulaire. On les amène dans leur chambre, bel hôtel 5 étoiles, et là, on leur apporte 12 paires de caleçons, de t-shirts et de pyjamas blancs. Et là, ils comprennent que, oups,
le séjour va être un peu plus long que prévu et c'est pas tout à fait un 5 à 7 suivi d'un repas. Et là arrivent les goons, puis là, on les tabasse et on les fait chanter et il leur extrait finalement, je pense que c'est 100 milliards de dollars et bien entendu, il coupe les têtes de tous ceux qui auraient pu être des opposants à son C'est fou. pouvoir. Il les C'est invite dans un glaçant. hôtel le Ritz-Carlton. Et là, il est torture pendant une couple de Ah jours. ouais. Puis là, il dit, si tu veux retrouver ta liberté, ben toi, tu dois donner 1 milliard de dollars. Toi, Ça. tu dois donner 2 milliards de dollars. Toi. Et là, il est fait chanter. Et c'est comme ça qu'il a pu financer la construction d'hôtels merveilleux en Arabie Saoudite. Alors, tu vois, on a une nouvelle catégorie de politiciens qui brisent complètement les codes usuels de la gouvernance. Regarde par exemple Trump qui invite des gens au bureau ovale et là, ils sont piégés comme Cyril Ramaphosa. Tiens, on va faire entrer une télévision, puis je vais te montrer quelque chose. Puis c'est pas vrai qu'il y a un génocide de fermiers blancs en Afrique du Sud. C'est pas vrai. Et les adversaires sont mis devant quelque chose d'aussi invraisemblable, d'aussi inédit que le réflexe d'hommes politiques traditionnels leur permettent juste pas de gérer ces nouveaux adversaires. Et c'est ainsi que se dessine un monde qui est le retour au Machiavel et à César Borgia de jadis. Un livre, comme tu as dit, glaçant et d'une grande lucidité. À lire, bien que c'est pas une lecture réjouissante. Non, mais merci, tu l'as résumé tellement bien. Et quel livre fantastique. Merci beaucoup, Ah ouais, Joseph. À ouais, demain. ouais. Salut. Ça marche, au plaisir, Bye. au revoir.